Bonjour à toutes et à tous. Le ministre ayant tout dit, je vais pouvoir être relativement court, ce qui est un gros avantage de passer après lui. Non, il vous a brossé un tableau quand même, effectivement, je pense, très, très complet. Forcément, peut-être pour certains d'entre vous, d'ailleurs, très dense aussi, donc avec beaucoup d'éléments sur le projet de loi de transformation de la fonction publique, mais pas seulement, vous l'avez vu, donc le panorama était effectivement large. Je pense que ça introduit parfaitement la journée qui est la nôtre, qui n'intervient pas effectivement dans n'importe quel moment. Je pense que vous l'avez bien senti. On est en pleine discussion, le ministre l'a dit, bien évidemment, au Parlement sur la loi, mais elle est en réalité, cette loi, quasiment finalisée. Donc à l'été, il l'a dit, elle sera votée, promulguée, donc voilà, fin de l'été, début de l'automne. Et donc un champ nouveau s'ouvre. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. On est dans un moment quand même de l'action publique, vous l'avez bien senti, où à la fois, finalement, il y a une demande de transformation de nos modalités d'action, d'organisation, de fonctionnement donc des services publics. Donc c'est tous les plans de transformation ministériels qui sont à l'œuvre, c'est la réorganisation territoriale à laquelle le ministre a également fait allusion, c'est la réorganisation des administrations centrales, c'est le repositionnement donc sur les missions finalement essentielles des uns et des autres. Donc une série finalement de changements importants, je répète, en termes d'organisation, de mission, de contenu, de modalités d'intervention des services publics. Et en conséquence, et les deux vont en même temps, donc une transformation effectivement de la fonction publique et donc de l'organisation de la fonction publique qui est destinée bien évidemment à accompagner l'ensemble de ces changements. Donc les deux choses sont complètement imbriquées. La loi donc, qui verra bientôt le jour, elle est une des réponses, pas la seule, et le ministre l'a redit également, pour permettre effectivement donc, de transformer assez profondément effectivement nos conditions d'exercice. Donc le changement, il n'est pas du tout anodin. On peut toujours dire effectivement que les transformations et les réformes sont permanentes. C'est assez vrai à certains égards, mais on vit, il faut en avoir conscience, effectivement, un moment, je pense, quand même assez fort de transformation de l'action publique et donc de la fonction publique qui doit accompagner ces transformations de l'action publique. Et l'ensemble des mesures auxquelles le ministre a fait allusion donc, de la loi montre bien effectivement que le cadre d'exercice de nos missions va être, les modalités de ces missions vont être quand même assez profondément transformées dans les mois et années à venir. Donc finalement, le fil directeur de tout cela, c'est quoi? C'est bien évidemment d'essayer de repositionner d'abord l'État sur les missions jugées prioritaires, essentielles, avec les adaptations que cela suppose. On a parlé plusieurs fois de restructuration, d'évolution de périmètre, de changements qui peuvent avoir un impact RH quand même non négligeable. Et finalement aussi d'avoir sans doute une approche qui est, en tout cas pour la fonction publique, moins régie par des textes, moins corsetée, peut-être pourrait-on dire aussi par des dispositions réglementaires statutaires, qui demeureront, parce que ce sont aussi des garanties, bien évidemment, pour les agents publics, mais d'aller de plus en plus vers des logiques managériales, de politique RH, que tout ne se résume pas au management, mais en tout cas vers des politiques de ressources humaines qui laissent effectivement plus de marge de manœuvre donc, aux acteurs. Et la loi, elle est exactement construite, pensée dans cet esprit-là. Donc tout ce qu'a indiqué le ministre il y a quelques instants va en ce sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne à la fois, disons-le, plus de liberté, plus de levier, plus de marge de manœuvre aux acteurs, tout en garantissant, bien évidemment, un certain nombre de garanties fondamentales pour les agents publics, voire en créant des nouveaux, puisqu'il a évoqué, bien évidemment, les points importants sur l'égalité professionnelle concernant les femmes et les hommes et le handicap. Donc l'équilibre, il est là. C'est-à-dire que le sens même de la loi, c'est des opportunités nouvelles, c'est des leviers nouveaux, c'est des marges de manœuvre qui sont données. Ça suppose aussi, du coup, que les acteurs s'en emparent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien évidemment, il faut changer le cadre un peu réglementaire qui régit les interventions des uns et des autres, mais encore faut-il après, effectivement, un peu passer à l'acte. Et c'est là, bien évidemment, que l'on rejoint nos problématiques de politique managériale, d'innovation managériale, de capacité, finalement, collective à s'emparer des nouveaux leviers que l'on met à notre disposition. D'où d'ailleurs le fait que dans tous les débats qui ont préparé le projet de loi de transformation publique, on a eu à la fois parfois le reproche de dire que tout allait changer, et trop changer, et pas forcément dans le bon sens aux yeux de certains, et que donc il y avait un risque effectivement de bouleversement très fort. Et puis à l'inverse, on nous a parfois dit que finalement tout ça n'allait peut-être pas changer tellement les pratiques, et que, bon an mal an, même si les cadres juridiques évoluent, les pratiques pouvaient ne pas changer. Et c'est pour cela, bien évidemment, parce que l'on veut néanmoins que les choses se transforment, que toute
toute une action doit être conduite, et c'est celle qu'a évoqué aussi le ministre, bien évidemment, pour faire en sorte que les pratiques RH changent effectivement avec cet esprit, sans doute, de disposer un peu plus de marge de manœuvre. Donc ça nous amène effectivement, je crois assez directement au sujet de la matinée, enfin de la journée, sur nos innovations en matière managériale, sur nos pratiques managériales, sur ce qu'on attend finalement des cadres, dans ce monde qui est à la fois sûrement plus changeant demain qu'aujourd'hui, avec des réformes importantes, avec, disons-le parfois aussi, un certain nombre de difficultés quand même majeures à surmonter, des résistances, être en capacité à la fois d'expliquer le sens des réformes, être en capacité de les conduire, avoir les marges de manœuvre et les leviers au bon niveau, ce qui est quand même véritablement une question très importante donc, dans la fonction publique. Donc arriver à dégager effectivement des espaces aussi de discussion, voire de négociation. Le ministre a fait une allusion sur le projet d'ordonnance que contient la loi sur le dialogue social et sur la possibilité effectivement d'étoffer le dialogue social au niveau local, ce qui est un point bien sûr très fort, très novateur aussi bien évidemment. Tout ça doit donner effectivement, nous oblige à donner effectivement aux managers un rôle sûrement beaucoup plus important encore demain qu'aujourd'hui. Quelques mots, pour ne pas être long, sur peut-être quelques axes qui sont pour nous importants depuis déjà plusieurs années, mais qui, je pense, vous le voyez bien, doivent prendre une tournure et une ampleur bien plus forte donc, dans les mois et années à venir. Premier élément, je pense, on l'a dit, c'est le cadre donc, qui change. Donc on se donne la capacité effectivement d'avoir un cadre juridique nouveau. Déconcentration RH accentuée, c'est une des annonces du CITP du mois de juin, du 20 juin. Dialogue social assez profondément modifié, donc qui replace effectivement sans doute des jeux d'acteurs un peu différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Conditions de la rémunération qui peuvent profondément évoluer. Le ministre, là encore, y a fait allusion, à la fois rémunération individuelle qui reconnaît mieux la performance, mais rémunération collective également, sans doute repensée sur des objectifs effectivement partagés. Voilà, donc toute une série de moyens effectivement et de cadres qui sont nouveaux. Deuxième point important, cela impose aussi, et c'est un axe bien évidemment que vous connaissez, sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, sûrement des politiques d'encadrement encore beaucoup plus fortes demain qu'aujourd'hui. D'ailleurs, pour parler d'innovation, pour parler effectivement de capacité des cadres à agir, encore faut-il les gérer mieux qu'on ne le fait, même si des progrès ont été engagés, et sans doute donc avoir des politiques d'encadrement beaucoup plus structurées. Donc, vous connaissez voilà, les orientations qui ont été données depuis de nombreuses années pour structurer des plans managériaux dans les ministères, pour affirmer des politiques managériales, pour renforcer effectivement à la fois des suivis des cadres, sans doute mieux structurer leur parcours, leur donner des opportunités supplémentaires. Tout ça fait partie bien évidemment de l'actualité. Tout ça aussi va être encore plus d'actualité, bien évidemment, avec la mission qui a été confiée à Frédéric Thiriez sur la formation, les parcours professionnels des cadres, les problématiques effectivement de mobilité, de reconversion, d'accompagnement du changement, auquel également le ministre a fait allusion. Donc politique d'encadrement, comment les améliorer, comment les structurer, comment les rendre peut-être parfois plus interministériels dans certains domaines, pas forcément dans tous, comment arriver effectivement à encore se muscler. C'est bien évidemment un enjeu sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années, mais qui aujourd'hui prend bien évidemment une importance particulièrement grande. Troisième point important, ça va être de réfléchir bien plus aussi aux conditions d'exercice et aux modalités d'organisation au sein de la fonction publique. On le voit par les 2 circulaires, pour ne prendre que cet exemple, qui ont été publiés récemment. On nous invite à bien évidemment repenser toute une série d'actions, de modalités d'organisation des administrations. Alors c'est très fort dans le texte sur les administrations centrales, comment arriver à les rendre plus agiles. Alors, tout ça, vous allez me dire, n'est pas très nouveau, mais là, la volonté est quand même assez grande pour y parvenir. Comment peut-être évoluer dans des organisations, des localisations, comment repenser effectivement même les modalités d'organisation des services. Ce sera vrai bien évidemment aussi dans l'administration territoriale, avec tous les projets que vous connaissez, y compris de mécanos administratifs, mais qui vont avoir des conséquences bien évidemment sur les pratiques managériales. Donc, avoir des conditions d'exercice qui, finalement là encore, et c'est l'objectif, donnent, et ça n'est jamais gagné, des marges de manœuvre aux agents publics dans leur ensemble, aux managers en particulier, mais globalement favorise l'innovation, favorise la logique de projet, arrive effectivement à dépasser parfois quand même des organisations qui sont parfois un peu anciennes. Vous verrez dans quelques semaines un certain nombre d'évolutions, par exemple, sur les organisations des administrations centrales. Donc des organigrammes qui vont essayer de s'alléger, des structures hiérarchiques qui vont se simplifier. Voilà, donc tout ça fera l'objet, là encore, de textes réglementaires, puisqu'on en passe par là. Mais au-delà des textes, il y a bien évidemment une volonté d'arriver effectivement à faire des organisations plus modulables, qui donnent tout simplement aussi plus de place à des logiques de projet, à des choses aussi un peu plus mobiles que des structures qui ont, on le sait bien tous, des effets quand même parfois un peu bloquants dans les fonctionnements.
Tout ça, du coup, et c'est mon quatrième point sur l'environnement, invite bien évidemment à ce que la fonction RH se modifie très profondément. Le ministre l'a évoqué également. C'est un des chantiers, bien sûr, majeurs pour nous. À partir du moment où on pense que les logiques, disons-le, un peu statutaires, qui sont autant de guides et de cadres, doivent s'assouplir un peu, la contrepartie, c'est bien évidemment une fonction RH qui se muscle à la fois dans les fonctions de recrutement, qui doivent se professionnaliser. La partie qui a été évoquée sur le contrat, bien évidemment, en est une traduction, mais ça n'est pas la seule. Mais également, toute cette logique de développement des compétences ne se fera pas en un jour. Et donc, il va falloir aussi avoir des acteurs, notamment de la fonction RH, et pas seulement de la fonction RH, des managers et des directions d'emploi aussi, qui attachent une importance bien plus grande, bien évidemment, à l'ensemble de ces processus RH. Donc, le moment que nous vivons, c'est aussi un moment absolument, je pense, stratégique et majeur pour faire de la fonction RH au sein de la fonction publique une des fonctions stratégiques. Elle l'est déjà parfois un peu dans le discours, elle l'est quand même encore pas tout à fait dans les pratiques, et on a de ce point de vue, je pense, à regarder aussi du côté des grandes entreprises, grandes ou petites d'ailleurs, qui ont quand même misé davantage sans doute sur l'innovation RH, parce qu'elles se sont rendues compte que c'est bien évidemment un facteur de performance absolument considérable. Et donc l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'être en capacité finalement d'assumer l'ensemble de ces changements que la loi offre, voilà, mais qui sont aussi autant de responsabilités nouvelles qui sont données aux employeurs publics et aux managers publics. Quand on dit que demain, on ne passe plus en CAP les questions de promotion et les questions de mobilité, c'est à la fois, à mon avis, un gain énorme en termes de capacité managériale nouvelle, c'est aussi, vous le comprenez bien, un enjeu de responsabilité pour les employeurs pour éviter que des pratiques voilà, un peu médiocres se mettent en place. Et donc l'enjeu, c'est bien évidemment de ne plus pouvoir peut-être s'abriter sur un cadre un peu désuet mais assez confortable que est le nôtre, et d'arriver effectivement à assumer ces fonctions managériales importantes. Donc vraiment un environnement, et on peut le dire sans exagération, qui est en véritable mutation et qui à la fois offre des opportunités considérables pour les managers publics, une forme de responsabilité aussi nouvelle et bien évidemment des enjeux absolument nouveaux. Ça suppose du coup que les cadres soient eux-mêmes assez conscients de ça et assez persuadés effectivement que leur condition de manager ou de cadre doit évoluer. Bon, donc il y a bien évidemment cet environnement, créer les conditions pour qu'ils puissent le faire, mais il y a aussi bien évidemment chacun d'entre nous qui doit réfléchir à sa propre pratique managériale. Bon, c'est bien évidemment un enjeu de formation, je ne vais pas le développer là, mais vous en avez bien conscience, de formation initiale, de formation continue, de développement des compétences tout au long de la vie. On a une réforme, pour ne prendre que cet exemple, vous le savez, sur la scolarité des IRA, qui est absolument structurante et majeure, en cours non seulement de structuration, mais de mise en œuvre, puisque les premières promotions nouvellement construites démarreront au mois de septembre. Donc on a resserré la formation initiale stricto sensu, donc à l'IRA, sur 6 mois de l'année, là où elle durait 1 an, mais aussi penser la scolarité sur 1 année, avec une organisation, 6 mois à l'IRA, 2 mois effectivement d'entrée dans le métier, donc véritablement d'insertion professionnelle donc, sur les premiers postes, et puis 4 mois de formation, disons, continuée, à la fois initiale et déjà un peu dans une logique de formation continue, pour essayer de faire un SAS, et un continuum entre cette formation initiale et cette formation continue. Donc, ce que l'on fait sur les IRA, que d'autres écoles de services publics font d'ailleurs dans d'autres domaines, invite bien évidemment aussi à travailler beaucoup plus sur une logique de compétences attendues, de prendre en compte bien évidemment davantage les acquis de formation et les acquis professionnels des personnes et d'individualiser beaucoup les parcours sur ces logiques effectivement donc des attendus vis-à-vis des cadres. Donc formation, on pourrait le développer très longuement, je ne le ferai pas, vous y reviendrez sans doute au cours de la journée, c'est bien évidemment un axe majeur. Et puis, c'est toutes ces logiques d'accompagnement des cadres qui sont essentielles, coaching, évaluation. Le ministre a parlé effectivement des nouvelles modalités d'entretien. Tout ce packaging-là autour des pratiques managériales et de l'accompagnement des cadres est bien évidemment essentiel. Cela suppose, disons-le aussi, pour ne pas être dans un discours non plus trop pyrénique en quelque sorte, que chacun des cadres prenne conscience que l'environnement va être à la fois sans doute plus stimulant, comme ça, plus intéressant, mais aussi un peu plus exigeant. Donc on voit bien que, y compris l'élargissement des viviers, donne des opportunités, mais amène aussi, bien évidemment, une concurrence dans certains domaines plus forte. Donc le maintien de la compétence, la nécessité, effectivement, pour chacun des cadres de réfléchir à son parcours, l'exigence que l'employeur doit avoir vis-à-vis de lui et ce qu'il doit, effectivement, également au cadre en termes d'accompagnement, c'est bien évidemment un des enjeux absolument majeurs. Et c'est tout cela, cet environnement, à la fois qui bouge en termes de cadre juridique, de cadre d'organisation, d'évolution des missions, de capacité effectivement sans doute à mieux décider et avoir plus de levier au bon niveau
donc, de décision qui fait que l'innovation managériale sera à la fois nécessaire pour conduire l'ensemble de ces changements et sera aussi, bien évidemment, un élément essentiel désormais de la pratique managériale. Donc c'est un peu à tous ces sujets-là, vous voyez, qui sont quand même assez fondamentaux et qui vont, je pense, dans les 2-3 années à venir, bien évidemment, être au cœur de nos politiques RH, qu'on vous invite à réfléchir, à contribuer avec, je pense, voilà, des enjeux, vous le sentez bien, absolument majeurs sur l'ensemble de ces sujets. Voilà. Bons travaux à vous tous, et puis je m'arrête là pour ne pas être trop long, essayer de maintenir à peu près le timing prévu.